La lumière de notre phare vous ramène à bon port sur le plateau de Culture Club en ces nuits sacrées et bénies du Ramadan. Comme chaque semaine où nous écouterons encore une fois les voix parfois torturées mais rarement sereines de nos invités. L'une excelle dans la recherche d'histoire mais également de mémoire et l'autre est obnubilée par les univers de Sénac, de Jamel Amrani et en particulier de Mahmoud Darwish qui lui susurre des petits secrets. Très heureux de vous retrouver pour cette autre aventure de Culture Club bien sûr en ce mois béni. Pour vos questions et vos réactions, cultureclub@20tv.dz. Cette fois-ci, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie jusqu'aux premières lueurs du matin Zubeida Ma'amria, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, d'être en notre compagnie, Zubeida Ma'amria. Vous avez consacré je ne sais combien d'années dans l'enseignement et également dans la recherche. Vous avez été cadre au ministère de la Culture, écrivaine de je ne sais combien d'ouvrages, on va quand même en citer quelques-uns, fragments d'histoire et brins de croyance, kaléidoscope sur lequel nous reviendrons un peu plus tard, Voyage au bout du délire, comment dire encore une fois, la chaîne de l'amitié, mais également l'envers de la médaille, l'un de vos premiers romans. Et la 23e heure, où nous allons... Voyage au bout du délire. Voilà. Et puis également Contes du terroir, je le rappelle, en 3 volumes parus aux éditions d'Alimen. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous le disais, elle est aussi à l'aise dans la langue de l'Moutanabbi que celle de Voltaire et de Molière. Elle excelle aujourd'hui dans une forme de psychanalyse poétique. Elle s'appelle Saïda Tolba. Bonsoir. Othman Tolba. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir Karim. Un plaisir de vous avoir. Merci, je m'excuse pour le bonheur. C'est de la poésie, je le rappelle, parue aux éditions Lazare Lapter dans la collection Ilham. C'est une réponse aux cultivateurs du vide, à ceux qui se sont toujours nourris d'aigreur et de noirceur. Pas tout à fait, mais en tout cas, c'est une réponse, oui. Parce que la poésie répond à ce qu'il y a dans tout un chacun. La poésie est un cri de SOS, tout en étant un sentiment intérieur qui est verbalisé dans des mots, que ce soit des mots MOTS ou des mots Vous en parlez, hein. MAUX, voilà. Puis il y a cette forme de résonance ou de dialogue avec cet homme que vous avez appelé l'homme insulaire, oui, l'auteur de La nuit du dedans, Jamel Amrani. Oui, dans le dialogue que j'ai eu avec Feu Jamel Amrani, dans le texte Ne t'endors pas, effectivement. Sur laquelle nous reviendrons, bien sûr. Oui, avec plaisir. Donc, je le rappelle encore une fois, Zubeida Ma'amria et Saïda Othman Tolba, l'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, depuis quelques semaines, pour ne pas dire 2 mois déjà, eh bien, subit cette pandémie mondiale du Covid-19, cet enfermement, ce silence, cette distance, et l'une et l'autre, hein, comment est-ce que vous l'avez vécu, comment vous l'avez approché? Moi, je l'ai vécu avec beaucoup de philosophie. Dès qu'on m'a dit que ma vie était en jeu, j'ai donc pris ça au pied de la lettre et j'ai apprécié le confinement. Le confinement, ce n'est rien, c'est rester chez soi. On aime chez soi quand même. Et puis, pas tous. Oui, certaines personnes, ça dépend. Et puis, être confiné, c'est aussi aller au fond de soi, se rechercher. Donc, une forme d'introspection. Tout à fait. Et peut-être trouver des solutions en soi pour tout ce qui se fait autour de nous. De toute façon, il y a une évidence, il y a un virus très violent, mortel, qui menace l'humanité. Il faut en prendre conscience. Et le confinement n'est rien par rapport aux effets du... Mais c'est juste quelques semaines. Qu'est-ce que quelques semaines dans l'histoire de l'humanité et dans la vie d'un homme? Dans la vie d'un homme, c'est rien, c'est insignifiant. Tout à fait. Et donc, un peu de sagesse. Moi, je demande aux gens que je rencontre dans la rue qui ne portent pas le masque et qui continuent à ne pas observer la distance requise. C'est de l'inconscience ou une forme de déni? Non, c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Mais certains sont dans le déni. Ils n'y croient pas non plus. Pour eux, c'est des chiffres, des chiffres, ça ne nous donnés par des concerne journalistes pas. et des animateurs. Ça ne nous concerne pas. Ouais. C'est un petit peu cette attitude-là. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, nous, on fait la prière, on se lave, on n'est pas concerné. Alors là... Allez, je préfère ne pas répondre. Oui, moi je lui ai dit, moi aussi je fais la prière, mais je suis concernée. On est tous concernés. Oui, on est tous concernés. L'humanité est concernée. Si on ne prend pas acte et connaissance de ce qui se passe dans le monde, c'est que quelque part, on a envie de mourir, quoi, c'est tout. C'est la mort dans l'âme, vous restez chez vous, donc justement, Saïda Othman Tolba, et comment vous approchez ce silence, cette distance et cette pandémie? Parce que bon, vous, le virus de l'écriture, l'avez eu depuis toujours. Hein.
Personnellement, je l'approche contrariori aux gens qui m'entourent avec beaucoup d'appréciation. Pourquoi? Parce que l'écrivain ou le poète, il a l'habitude avec la solitude. De dialoguer avec le silence. Et puis le silence, comme le dit René Char, il est très important dans l'existence du poète, celui qui est dans la réflexion, etc. Et seulement la solitude, être en rencontre avec soi est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Donc, être en face de ce virus, moi je pense que là, la société, les gens qui nous entourent, doivent d'abord passer par une sensibilisation, parce que c'est pas tout le monde qui peut comprendre du jour au lendemain qu'il doit être confiné dans un espace réduit, qui est la maison, du jour au lendemain. Donc il faut beaucoup communiquer autour de cela. Et je crois que nous allons devoir cohabiter avec ce virus pendant encore bien longtemps. Je le pense aussi. Oui. Et c'est toute une façon de vivre qui doit s'installer, une autre façon. C'est un nouvel ordre quelque part qui s'installe dans notre... Un comportement nouveau. Un comportement nouveau. Mais attendez, mais c'est peut-être pas la fin du monde. Serait-ce la fin d'un monde? Oui. C'est une grande leçon à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'humanité, qui doit nous apprendre à nous comporter vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis de l'espace, vis-à-vis de la terre qu'on a malmenée pas mal d'années. La mère Gaïa est en train de respirer, elle est en train de... Les oiseaux chantent. Et vous savez que la nature n'a pas de morale, donc quand elle frappe, elle frappe dur et elle ne voit pas, elle ne fait pas de distinction. Là, c'est clair. On sent les arbres respirer, les oiseaux, on en parlait tout à l'heure, chantent, les animaux la nature sont heureux. revient, elle prend ses droits, tout simplement. Peut-être que c'est nous, il faut se mettre en face de sa culpabilité. Mais oui, c'est l'humanité. Se remettre en question, tout simplement. C'est important de se remettre en question. Le monde sera-t-il plus humain demain après je pense. Si nous survivons à cette... je pense. Sans philosophie aucune. Vous savez, l'économie prime à travers le monde. Donc, et ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent... C'est pour les sociétés capitalistes. Ce sont des gens qui ont pratiqué des génocides avant, donc ils n'ont pas peur de tuer. Ils n'ont pas peur que beaucoup de monde meure. Comme ça. Ils ont l'habitude de grosses pertes humaines à travers la planète. Ce ne sont pas eux qui vont avoir des sentiments pour arrêter le... Par contre, ils vont tout faire pour que l'économie redémarre, au détriment peut-être de pas mal de gens qui vont peut-être encore être en contact avec le virus et mourir. Je pense qu'aujourd'hui, chaque individu doit comprendre que sa vie est en jeu. Vous ne pouvez pas éduquer tout le monde, vous devez éduquer les individus. Il y a une pédagogie qui doit s'adresser à l'individu. Mais cela dit en passant, pour entrer dans le vif du sujet, pour l'émission de ce soir, à travers quelques-uns de vos ouvrages, parce que nous revisitons un peu vos univers, Zubeida Mahamria, le silence, l'enfermement, la violence. Ah, moi j'ai besoin de silence. Oui, attendez, c'est un besoin en même temps qu'une souffrance au passage. Et dans votre ouvrage et dans votre enfance, parce que vous êtes dans une forme de quête immémorielle, j'ai comme l'impression, si je me trompe, vous me rectifiez, vous me corrigez, vous êtes dans une forme d'obsession mémorielle. Vous travaillez souvent sur l'émotionnel et rarement sur des documentations. Ah oui, mon approche de l'histoire, je raconte l'histoire vécue, c'est-à-dire mon histoire, mais l'histoire aussi de tous ceux qui m'entourent, de ma région. Surtout de votre région. Oui, donc l'histoire événementielle, moi je ne l'approche pas par les documents. C'est rare quand je vais vers les documents. J'ai une approche tout à fait par l'émotion. Je raconte des faits qui m'ont touché ou qui ont touché mes proches et qui doivent être connus. Donc mon approche est tout à fait émotionnelle d'abord. Et puis après, si j'ai besoin de me rassurer sur un événement ou un autre, je vais peut-être vers les documents. Et je confirme ou j'infirme ce que je dis, quoi. Pourquoi y a-t-il encore cette blessure Ce n'est pas une blessure, c'est-à-dire un devoir de mémoire. Non, mais au-delà de cela, on sent beaucoup d'émotions, mais quand on vous relit, par exemple, le Kaléidoscope Mémoire de guerre, on revoit la fille, on revit du moins cette souffrance et cette béance, je suis née cette en blessure plein bombardement. Je suis née en fissures. Je suis née en plein bombardement 45. Vous avez traversé le ciel. Puis après, il y a eu les événements de 45, et puis après, je vais vivre la guerre. Je ne connais pas la paix, moi.
Je vous l'ai dit déjà une fois. Ouais. C'était lors d'une séance de psychanalyse littéraire. Oui, toute ma vie, ça a été des guerres qui se sont suivies comme ça dans ma vie. Et j'ai vu des gens participer à ces guerres, mourir pendant ces guerres. Pour un idéal aussi. Pour un idéal, évidemment. Certains pour un idéal, d'autres non. Par exemple, dans l'envers de la médaille, non. Ce sont des gens qui étaient sur les champs et puis le caïd va venir et il va prendre la fine fleur des paysans pour l'emmener donc sur les francs de Verdun. Et mon personnage revient avec une jambe en bois. Comme dans la 23e heure, au passage, où vous restituez la parole à la jeune génération. La jeune génération à Lilou, par exemple, ce jeune handicapé qui était rejeté par la tribu et qui devient le héros. C'est un seul peuple, alors, le héros pratiquement. Pourquoi j'ai choisi ce type de personnage? Moi, c'est très simple. Pour moi, le véritable héros, c'est le peuple. Ouais. D'accord. Et le peuple de cette époque était un peuple matoub. C'était un peuple handicapé qui avait beaucoup de tard physique, de tard même mental, et qui petit à petit va se découvrir, il va découvrir les enjeux de la guerre d'Algérie, et il va être un héros. Il va ouvrir une porte dans les barbelés pour que vive un autre peuple. Lui, il va mourir à la fin, et il ouvrira la porte dans la ligne de feu, qui est donc la ligne Chalet-Maurice, pour que d'autres vont prendre le relais et vivre dans cette Algérie indépendante. Donc vous menez certes une guerre, Zobeda Marmalia, dans pratiquement tous vos écrits, mais vous menez une guerre contre l'amnésie, contre cette culture de l'amnésie. Tout à fait. Il faut faire vite parce que ceux qui détiennent la mémoire, qui ont vécu des événements, sont en train de disparaître. On parlait de Jamila Bouhirt. Oui, on en parlait bien avant le début de l'émission. Oui, et quelque part, c'est une icône, c'est un monument. Il faut absolument qu'elle parle, qu'elle laisse ses mémoires, qu'elle dise ce qu'elle a vécu. On ne peut pas faire fi de sa vie, de son parcours. Surtout que la mémoire est défaillante, Zobeda Marmalia. Et puis il arrive un moment où cette icône, ce monument-là, disparaît. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans les documents qu'on avait la personne à portée de main qui pouvait témoigner de son parcours comme ça, oralement, de face à d'autres personnes qui peuvent écrire s'il n'y a pas possibilité de l'écrire soi-même. Donc il me semble que notre histoire est au premier balbutiement. Moi j'écris par l'émotion, j'écris l'anecdote pour que l'historien fasse le tri dans tout cela. L'historien, sur le plan scientifique, il va laisser décanter tout cela, il va chercher de la matière, de la substance dans ça, pour jalonner, pour créer des repères dans notre histoire. Il ne faut pas attendre que les étrangers écrivent notre histoire. Absolument. Aujourd'hui, c'est à nous de l'écrire. Et si on ne le fait pas... Approcher l'histoire d'un autre prisme, d'un autre bien regard. Sûr, le nôtre, avoir nos propres images, nos propres lectures, nous avons un point de vue. L'histoire s'écrit selon plusieurs points de vue. Nous pouvons vivre le même événement. Vous allez le raconter de votre point de vue, je le raconterai de mon point de vue. Parce que la vision est parcellaire. L'objectivité n'est pas assurée. Oui, tout à fait. Donc, chacun va avoir un point de vue et il faut que ça converge pour aller vers l'objectivité que l'historien, le scientifique historien, lui, va essayer, va aller vers l'objectivité, ce qui est tout à fait hypothétique. Oui, mais tout est fait, tout est réfléchi. Vous travaillez en direction de la jeunesse. À un moment donné, bien avant le début de l'enregistrement de l'émission de ce soir, je vous ai dit, vous êtes l'une des rares auteurs algériens à parler aux jeunes. À parler aux jeunes et à parler de la jeunesse également. Oui, pour une raison très simple. Oui, mais à un moment donné, je me suis même dit, se serait-elle spécialisée dans la littérature jeunesse qui malheureusement n'existe pas chez nous, même si nous avons... Malheureusement. Oui, bien sûr, même si nous avons organisé à plusieurs reprises des festivals de la littérature jeunesse, Zobeda Marmalia. Pour écrire, pour parler de la jeunesse, écrire à destination de la jeunesse, il faut créer de véritables collections. Et puis il faut changer de support, de la BD au roman, à la poésie. Mais vous connaissez tout ça? Vous avez été cadre au ministère de la Culture. Tout à fait. Donc vous êtes occupé également du livre. Il y a possibilité de relancer, ce sont des projets qui existaient, hein, donc on peut les relancer. Ouais. Et ça peut donner de véritables productions, une véritable industrie, si je puis dire, autour de la littérature jeunesse. Ça existe, c'est un concept. Ouais. Il faut l'exploiter.
Donc toujours dans cette obsession de l'écriture, de la mémoire et de l'histoire, même si cela reste tourmenté et très violent aussi. L'histoire. Quand moi je parle à des jeunes qui ont du mal à situer certains repères historiques, pourquoi? Parce que personne ne leur a raconté, ils ne l'ont pas lu, l'école n'a pas tout à fait cerné la question, je me désole et je me dis, il faut faire vite, il y a urgence d'écrire parce que les générations à venir, il ne faut pas quand même leur laisser le vide. Ils ont besoin de connaître leur histoire, mais une histoire racontée de l'intérieur. Il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on nous renvoie notre image déformée de l'étranger. Ouais. Il ne faut pas pleurer. C'est ce qui a été fait pendant pratiquement une cinquantaine d'années. Il ne faut pas pleurer après. Ouais. Si on ne prend pas le temps d'écrire son histoire, sa propre histoire, et de la communiquer au grand public, ben on aura tout simplement fait quelque chose, c'est-à-dire on est défaillant. Est-ce qu'on a failli à un moment donné quant à l'écriture de cette mémoire? Oui. Est-ce qu'on est réellement arrivé aujourd'hui à décoloniser cette histoire? Franchement, Zubeida Ma'amria, on est en train de le faire. Dès que c'est très simple. Certains historiens disaient que nous subissons aujourd'hui une histoire falsifiée. Parce qu'elle vient de l'extérieur. Et pas seulement. Oui, ce n'est pas le cas. Les gens qui écrivent, il y a beaucoup de thèses qui se font, il ne faut pas négliger cela. Il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui témoignent, même ceux qui ne savent pas écrire se font, prêtent leur voix à des nègres. Et quelque part, il y a des gens qui font dans l'urgence. Il y a un travail qui se fait. Vous revenez vers cette écriture de l'urgence. Est-ce que vous considérez ce qu'a fait, par exemple, Mohamed Dib à son époque, l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne, ou dans ses romans, c'est de l'histoire, il raconte l'histoire. Mouloud Firaoun, ils ont également écrit, d'après vous, dans l'urgence? Non, eux, ils ont écrit. Mais ils témoignaient aussi. Non, ils ont écrit dans le besoin de parler. Ils avaient besoin de se faire connaître. Ouais. Parce qu'à l'étranger, la France avait dit que nous n'existions pas en tant qu'être humain et en tant que peuple. La colonisation de peuplement devait nous éliminer tout à l'heure. Mais nous avons résisté quelque part. Elle voulait nous assimiler, mais c'était trop tard, en 1958 avec De Gaulle. Par contre, les écrivains, quand ils se sont rendus compte de cette tractation française, ils se sont précipités et ils ont écrit des choses pour dire voilà comment on vit, nous existons et voilà nous vous exposons notre façon de vivre. La Grande Maison, c'est un tableau, un très beau tableau d'un vécu de plusieurs familles dans un espace fermé. C'était comme ça. Et au-delà de cela, on va revenir bien sûr sur seul espace que les que auteurs la France laissait actuels. Oui. Et on va revenir, si vous le permettez, sur les auteurs actuels. On va brièvement, avant de revenir bien sûr à Saïda Othman Tolba, je vous rappelle pour son ouvrage. Elle s'appelle Le Bonheur. Je m'excuse pour Le Bonheur, je le rappelle encore une fois. Mais enfin, c'est une réponse aux détracteurs. Vous détricotez un peu cette culture de la haine, de la bassesse et de comment dire. Bon, on va revenir sur l'amnésie dans quelques instants. Histoire de la guerre de libération nationale, l'histoire tourmentée des années 80, l'histoire terrible des années 90, la crise également aujourd'hui, la pandémie. Où est-ce que vous vous situez, franchement, Zubeida Ma'amria? Moi, je me situe... oui, d'abord, il y a le passé, il y a urgence d'écrire le passé, un passé révolutionnaire qu'il faut absolument corriger parce qu'il a été plus ou moins falsifié par des apports étrangers, tout ça. Il va falloir recadrer cette histoire-là. Par contre, une histoire vécue, récente, contemporaine, elle est sur le vif, il faut l'écrire, celle-là aussi. Je suis en train de faire un écrit sur... Vous l'avez écrit, entre autres, dans Voyage jusqu'au bout du délire, hein, sur ces jeunes qui pensent que l'ailleurs est synonyme de meilleur et qui s'embarquent dans une aventure au bout de laquelle la mort les attend. Et là, c'est un cri de douleur. Moi-même, je suis touchée dans ma chair quand un jeune meurt en mer. C'est quelque chose qui me touche
dans ma chair, je ne sais pas. Nous sommes dans la géographie du danger. Comme Du danger. Et les jeunes faisaient comme les statues de l'île de Pâques, qui sont tous tournés vers la mer, hein, quitte à plonger dans la mer, ne pas ressortir. Ça, c'est un sujet d'actualité. Mais ça interroge. Malheureusement, toujours d'actualité. Oui, malheureusement. Mais il faut, et ça doit nous interpeller, ça doit nous interroger. Ça, c'est un vécu, une histoire vécue. Et donc, elle ne peut pas passer sous silence, celle-là. Il faut tout de suite la mettre au jour pour que les gens se rendent compte du danger qui menace toute une jeunesse, des générations entières. L'humanité et l'Afrique en particulier. En particulier. Des bateaux entiers qui sont dévorés par les poissons, enfin, des cargaisons entières de personnes qui meurent en mer. C'est quand même touchant. On ne peut pas, rester dans son petit confort et puis se dire... Mais l'Occident, a-t-il continué encore une fois aujourd'hui à enfermer cette même Afrique dans le génocide, dans les guerres, maintenant c'est le déni. Oui, bon, ça c'est... oui. Comme par hasard, le corona ne vient pas d'Afrique cette fois-ci. Le danger ne vient pas d'Afrique. Il vient d'ailleurs. Oui. Oui. Habituellement, on accuse l'Afrique de tous les maux. Zubeida Amalia voyage jusqu'au bout du délire, la 23e heure, Kaléidoscope entre autres, ou l'envers de la médaille, pour ne citer que ces quelques romans que je conseille à ceux qui nous regardent en vente libre chez les bons libraires. Il est souvent question de tourmente, il est rarement... Mais la guerre, c'est non, mais attendez, il est rarement question d'une forme de sérénité en ce qui vous concerne. Il n'y a pas de sérénité. On est dans une... Non pas dans un long fleuve tranquille, mais plutôt dans une mer houleuse. La guerre... Dans pratiquement tous vos écrits. Je peux me permettre, par pure altérité... Saïda Othman-Tolba. Par pure altérité, je ressens que Zubeida est une femme temporelle et qui est dans la réparation. Donc, moi, je me suis intéressée au personnage de Lilou. Parce que vous l'avez lu. C'est la 23e heure. Justement, il y avait une synchronicité qui m'a emmenée vers ce nombre de 23 qui me suit un peu partout. Donc, je me suis intéressée à ce personnage. Et puis, on voit à travers ces travaux qu'il y a une certaine continuité. Donc, même ces travaux d'aujourd'hui, René Char dit que vivre, la notion de la vie, consiste à achever un souvenir passé. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est exactement ça. Oui. Vous avez vu, vraiment, moi, je parlais de quête mémorielle, mais presque même d'obsession. D'obsession, parce que j'ai l'impression que j'ai d'abord un devoir de mémoire, et je dois terminer, Tant que je vis, je suis obligée pratiquement de continuer à écrire cette histoire, de communiquer à travers mes livres certains pans de mon histoire que je maîtrise plus ou moins. Hein. Je n'ai pas la prétention quand même de tout connaître, mais c'est un devoir. Il faut que je le fasse. Il faut. Pendant cette période de confinement, vous est-il arrivé donc justement de vous relire et d'avoir peut-être même un autre regard de vos univers, de vos écritures? Je suis en train de terminer, je t'en avais parlé, Karim, une saga familiale qui commence justement... On revient à la famille toujours, on revient à la région de Soukhalas. C'est l'unité pour laquelle je travaille, c'est-à-dire c'est la famille, les proches, les gens que j'ai côtoyés de près et dont j'ai connu la souffrance. Donc je ne vais pas... je peux... Voyage au bout du délire, c'est dédié aux jeunes, tous les jeunes. Tout à fait. Donc ce n'est pas la chaîne de l'amitié. Oui, ce n'est pas ma région. La correspondance entre les Palestiniens, une Algérienne les gens de Gaza. Oui, tout à fait, c'était un clin d'œil à la souffrance des gens de Gaza. Pourquoi? Parce que j'avais hébergé chez moi, tout à fait au début de l'indépendance, une Palestinienne et des 3 Syriennes. Nihel, Souha, Samira, ou l'autre, j'ai oublié. Elles étaient chez moi et la Palestinienne, c'était celle qui souffrait le plus. Les Syriennes, elles étaient plus ou moins... c'était un caprice. Elles sont venues en Algérie par amour pour l'Algérie et elles étaient... ça se voyait qu'elles étaient riches. Elles ne subissaient pas... Mais la Palestinienne, elle souffrait. La Palestine. Elle souffrait et cette image-là m'est restée. Elle parlait constamment de... Donc vous avez pris cette distanciation presque 40 ans après, pour la restituer dans la chaîne de l'amitié. Et c'était une personne qui parlait constamment de la Palestine, du combat de la Palestine. Elle était dans cette trajectoire-là. Et je me suis dit, pour elle, je vais écrire quelque chose pour elle. Surtout quand il y a eu l'enfermement de Gaza. Ouais. C'est un confinement terrible à l'échelle quand même. Et je me suis dit, je me dois de le faire. Et j'ai pris des jeunes, parce que les vieux, les gens qui ont atteint un certain âge, sont dans le combat déjà.
Mais les jeunes qui vont entrer dans le combat par Atfal al-Hijara et tout ça. Quel est votre combat actuellement après pratiquement, on va dire, plus de 30 ans d'écriture, d'enseignement et de recherche, Zubeida Mamria? Je suis comme tout le monde à la recherche d'une certaine vérité. Oh, la vérité. Y a-t-il une vérité? Non. Il y a des vérités, non, donc vous les approchez différemment. Bien sûr. Chacun la voit de son côté. On revient à la vision qui est parcellaire. Pour revenir entre autres en ces nuits sacrées du Ramadan, Zubeida Mamria, ça je le conseille vivement à ceux et celles qui viennent de prendre nos émissions en cours. Culture Club, je le rappelle, @20tv.dz. C'est ce coffret qui contient une mémoire plusieurs fois centenaire. Ça s'appelle Contes du terroir algérien, paru aux éditions, je le rappelle, d'Aliman en 3 volumes. La tradition orale a-t-elle réellement, franchement, un semblant de place aujourd'hui dans une société où toutes les technologies se télescopent? Moi, je te renvoie à deux écrivains, des historiens, justement, Harkoun. Oui. Qui dit que c'est une référence. On ne peut pas faire de l'histoire événementielle, historique, scientifique si on ne tient pas compte de la mémoire et de la tradition orale qui, elle, véhicule des richesses mémorielles extraordinaires. Donc il faut retourner vers cette mémoire. Nous avons été une... retour vers les origines. On est de tradition orale. Et donc notre histoire est d'abord orale. Et donc, si on ne va pas vers cet imaginaire... Enfin, ce même Occident nous a enfermés que dans ça également. Hein. Non. L'oralité, le griot. C'est quand même... On est également issus de sociétés scripturales. Hein. Nous avons des écritures qui datent de plusieurs siècles dans les régions du Grand Sud. Hein. Écoutez, Anta Diop, ce n'est pas rien. Oui. C'est quand même un monument. Hein. Oui. Et lui, il a rassemblé toute la mémoire d'une région. Et quand j'ai lu donc son travail universitaire, je me suis dit pourquoi je ne fais pas la même chose pour ma région. Et je me suis rendu compte que ça dépassait mes capacités, c'est-à-dire ça enfle. Et imagine la même chose, quelqu'un d'autre fait la même chose dans une autre région. Certains le font depuis quelques années déjà. Je connais déjà une amie qui le fait. Et on collecte cet imaginaire. C'est la preuve concrète que nous avons existé, que nous avons un mode de vie, que nous avons un art de vivre, que nous avons... C'est ça. Que notre histoire ne commence pas en 1830. Ne commence pas, bien sûr. Voilà. Ni à l'indépendance. C'est ça. Moi, c'était ça. D'abord, c'était un travail que je devais présenter en thèse de doctorat. Après, fragment d'histoire et brin de croyance. J'ai comme l'impression, comme Kaléidoscope, je le rappelle, Mémoire de guerre. Ce sont vos nouvelles, je le rappelle encore une fois, aux éditions de Kalima. Vous n'êtes pas très fidèle à vos maisons d'édition. Pour quelle raison ? Mais vraiment, quel est votre rapport aux éditeurs? Un rapport serein comme en littérature ou un rapport... Non, ce n'est pas un rapport serein. Pas du tout, c'est tout le contraire. Comme un peu dans vos histoires. Qu'est-ce que tu veux, alors, comme dirait l'autre, quand on a des éditeurs qui fonctionnent avec la tête du client, qui fonctionnent ponctuellement, qui vous abandonnent comme un cours de route, comme l'envers de la médaille, comme avec... les comptes, il y a eu un contentieux. Oui, dans tous les sens du terme. Oui, sans jeu de mots. Et bon, d'autres sont... Les petites maisons d'édition sont encore fidèles. Donc, oui, mais il y a 2 ouvrages sur lesquels j'aimerais revenir brièvement, si vous le permettez, Zubeida Mamria, et donc Kaléidoscope, Mémoire de guerre, je le rappelle, aux éditions de Kalima, mais également donc Fragment d'histoire et brin de croyance aux éditions Apic, hein, qui a fait un excellent travail. Cela dit en passant, parce qu'il faut également dire, lorsque les maisons d'édition font du bon travail. C'est un couple d'éditeurs au sens culturel du terme. Samia et Kalima, que nous saluons bien sûr au passage. Ils se complètent, dans tous les sens. Ils sont géniaux. Et j'ai comme l'impression qu'il y a cette résonance, il y a cet écho, il y a ce fil invisible qui est, comment dire, qui n'a jamais été rompu. Brin d'histoire, et plutôt fragment d'histoire et brin de croyance et Kaléidoscope. Vous vous livrez en fin de compte, ce sont 2 ouvrages des plus intimes. Vous racontez vos blessures, vos bonheurs, vos questionnements, vos sensibilités, votre famille et en particulier, bien sûr, votre région. Moi, quand je parle de moi, je n'arrive pas
à faire un roman de ma vie. Ma vie n'est pas tellement importante pour intéresser les autres. C'est-à-dire, mais je sais l'autre, vous le savez aussi bien que moi, sans psychanalyse. Un autre, oui. Voilà, je sais l'autre. Et par contre, je me dis, quand j'écris de petites nouvelles, c'est très condensé, tout ça. C'est vrai que c'est l'émotion. Ouais. Et là, je m'investis dans un texte très court où j'arrive à me canaliser. Parfois, on étouffe aussi, hein, parce que vous nous mettez dans un endroit assez... Beaucoup d'éléments. Voilà, très condensé. Et oui, très, alors là, j'arrive à me canaliser, à me contenir dans cet espace-là. Mais bon, ce sont des fragments à peine... Je lève un petit peu le rideau sur certains aspects de ma vie, de mon enfance. Oui, c'est ça. Donc la nouvelle m'aide beaucoup dans cette approche de moi-même. La littérature ne vous a pas suffi, Zubeida Mamria. Cette fois-ci, c'est le cinéma qui vous fait, signe. J'aimerais bien. Malheureusement, là aussi, je suis déçue, quelque part. J'ai beaucoup appris avec un réalisateur quand même très important, Monsieur Mazif, que je salue. Ouais. C'est l'ancienne école. Oui. Et il m'a appris à peu près comment faire passer de la littérature à un scénario. Parce que nous sommes dans une autre écriture, bien sûr. C'est pas du tout la même chose. Il y a une réécriture totale et absolue. Il y a des ateliers dans ce sens. Hein. Oui, mais moi j'ai appris avec un maître. Oui. Ouais. Directement. Excusez du peu. Oui. C'est d'Ali Mazif. C'est d'Ali Mazif. Oui. C'est quelqu'un, plus de ça, il est gentleman, il est calme, il vous repose. Ouais. Il est extraordinaire. Et donc j'ai réussi à faire un travail avec lui. Mais lui, il a une obsession, il voulait absolument... Il est engagé dans le combat pour les femmes. C'est un combat pour lui. Il va devenir mon ami. Ah oui. Tous ces films traitent du même thème, c'est la femme en Algérie, la liberté des femmes, comment doit-elle vivre sa vie. C'est un autre regard d'une femme libre et libérée de toute contrainte, qu'elle soit sociale, politique ou même religieuse. Hein. Oui. C'est contrairement à cette image de l'Occident qui, encore une fois, enferme l'image maghrébine et arabe dans un cliché. La femme soumise, la femme... Dans le film Le Patient, qu'on a coécrit parce que l'idée est de lui et puis on a fait ensemble un travail d'écriture. On a mis ensemble un groupe de femmes venues de plusieurs horizons et qui se retrouvent dans le Patient et qui vont partager leurs soucis mais aussi leur célibat. Elles sont toutes frappées de célibat. Elles sont célibataires pour des raisons X. Chacune a une ligne de conduite. L'une est journaliste, l'autre muhtajiba, secrétaire accoucheuse dans un hôpital. L'autre, chacune a un passé et a une façon de voir la vie et de vivre le célibat. Et on les a mis donc dans un espace fermé. Il n'y a pas d'homme, mais elles pensent à l'homme. Donc autonome. Voilà. Comment envisager un homme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme pour elle? Et dans ce groupe-là, quel est notre rapport à l'autre? Va arriver une fille qui, elle, a une relation avec un homme et elle va être tellement déçue. Elles vont l'entourer, elles vont l'aider à vivre. Et si nous écoutions, avant de refermer cet ouvrage, Kaléidoscope, je le rappelle, de Zubeida Mamria, paru donc aux éditions El Kalima. Zohra, si vous le permettez. C'est ma sœur. Oui. Le train s'arrêta dans un vacarme métallique qui secoua la torpeur des lieux. Le chef de gare siffla et le train s'ébranla pour continuer sa course vers Tébessa. 2 wagons de voyageurs attelés à une longue rampe de conteneurs de minerais. La première classe et la deuxième classe avec ses sièges en bois. Un wagon militaire complétait l'attelage alors qu'un tank sur les rails le devançait pour balayer la voie de tout engin explosif. Ce manège, le chef de gare le connaissait parfaitement. Il savait que le train s'arrêtait là, par habitude. Il suffisait d'être présent pour le voir entrer en gare et en sortir. Le reste n'avait plus aucun sens. Mais ce jour-là, quelque chose d'autre avait accompagné le train. C'est une jeune fille qui en descendit et c'était votre sœur qui était réellement là pour apporter le savoir, la connaissance dans d'autres régions de l'Algérie. Une mine qui s'appelle Mesloula, une mine de minerai de plomb. Et ma sœur était mariée au chimiste laborantin donc de cette mine.
Et quand il a fallu l'affecter à un poste déshérité, parce qu'on ne peut pas être tout de suite sur un poste dans la ville, et surtout pour une Algérienne, on l'affecte toujours dans un douar. Et elle a choisi mais celui-là parce qu'il y avait ma sœur qui habitait là-bas. Une autre sœur qui était mariée. Et là, elle va vivre quelque chose, un cauchemar. C'était... oui, elle va vivre donc... Faut le lire. Une caserne pratiquement et tout ça. Et elle va tenir tête. Elle va leur tenir tête. Elle va tenir tête donc aux Français, aux militaires, tout ça. Aux hommes. Aux hommes et par une forme d'inconscience. Parce que... Et il y avait il y avait les moujahidines qui lui disaient « tu restes ». Et les autres lui disent « tu déguerpilles ». Ouais. Et donc elle était prise dans cette chasse. Elle avait la tête entre l'enclos voilà, et l'enclos. Je voulais faire le marteau et l'enclos. C'est un hommage que je voulais rendre à ma sœur. Elle est morte. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et je voulais que tu lises un morceau de ce texte-là en sa mémoire. Quoi. Ça s'appelle Kaléidoscope. Je vous le conseille vivement, c'est en vente libre chez les bons libraires. On visiterait l'Algérie, on approcherait l'Algérie autrement à travers le regard de cette grande curieuse qui a pour nom Zobeida Mamria. Moi, quand j'écris, c'est le paysage de l'Algérie qui m'intéresse. Oui, tout à fait. Alger, dans Voyage au bout du délire. Exactement. C'était l'Alger que j'aime. Alger ou l'Algérie du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ce qu'on nous retrouve dans... Alger avec ses jasmins. Oui, mais c'est pratiquement une succession de tableaux que vous nous offrez dans vos ouvrages. Et on a vos univers. C'est la raison pour laquelle nous voulions que vous soyez avec nous en ces nuits sacrées du Ramadan. cultureclub@20tv.dz bien sûr pour vos questions et vos réactions. Cette fois-ci, nous allons scruter, connaître, rapprocher d'autres univers, peut-être pas aussi sereins non plus. Hein. Ceux de Saïda Othman Tolba, bonsoir. Bonsoir. Donc je m'excuse pour le bonheur. Je disais en début d'émission que vous étiez aussi à l'aise dans la langue de Molière et de Prévert, et puis sais-je encore, comme celle de grands comme El-Moutanabi par exemple. Vous flirtez avec l'arabe et le français, mais vous flirtez également entre l'amour, l'espoir, mais également beaucoup de désespoir. Quand on lit par exemple le titre de votre ouvrage, « Je m'excuse pour le bonheur », c'est une réponse à qui ? C'est une affirmation ironique. C'est très ironique. Voilà. Oui, c'est très ironique. Ouais. Voilà. On s'excuse pour un bonheur que l'on fabrique tous les jours avec ses mains, ironiquement. Voilà, c'est de l'ironie. Après, à travers les 60 textes de ce recueil, qui est un recueil d'ailleurs à lire d'une manière séquentielle, il y a une petite histoire qui se raconte au fil des textes, des pages. Absolument, l'asphalte rouge, etc. C'est un recueil qui commence par l'espoir et qui finit par la certitude. Enfin, espoir, je ne sais pas trop. Hein. Saïda Othman Tolba, quand vous écrivez... Il y a de l'autodérision. Beaucoup. Oui. Non, beaucoup. Ce que je disais, donc vrai. Réponse en direction des cultivateurs du vide, à la noirceur au cœur des gens, à la bassesse également. Absolument. Quand vous parlez d'espoir, je commence presque à avoir des doutes, hein. Vous allez bien sûr me corriger. Vous écrivez à la page 7, « Je flâne très souvent dans les chemins de ma vie en me disant je suis qui, elle ou lui. J'ai erré dans les vénins du désordre, cherchant un infime calme, un ordre. J'ai plongé vainement dans de profonds déboires, et avec mon esprit perplexe, j'ai fini par boire les lugubres peines que je partageais le soir avec mes amants. C'est l'obscurité et le noir. Où est l'espoir dans tout ça? Il arrive après, dans la chute du texte. Jusqu'à la fin, il faut réellement le lire. Hein. Et puis, vous écrivez, mais marionnette ne tombera jamais. Elle préfère tâter les prémices de l'espoir qui la caresse et la câline. Mais votre personnage a flirté avec le pire. Oui, il est vrai. Mon personnage, c'est d'abord un personnage féminin. C'est la femme, c'est celle qui tient la société debout, hein, je le dis et je l'assume avec fierté. Cette femme-là qui donne la vie, qui est là à se donner sans cesse pour ses enfants, pour son mari, dans son travail, etc. Et c'est une femme poète.
c'est une femme qui a commencé à écrire de la poésie. Ce n'est pas forcément autobiographique parce qu'il y a beaucoup d'altérité en moi. D'ailleurs, il paraît que c'est quelque chose sur laquelle je dois travailler pour être moins altruiste, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Et en fait, ça représente moult personnages. D'ailleurs, j'écris sur des hommes, notamment Jamal Amarani. J'écris sur un homme aussi. Non, attendez. Vous dites que tous mes personnages, de la première à la dernière page, dans votre ouvrage, je m'excuse pour le bonheur, ce sont des femmes. Et pourtant, ce sont les hommes qui portent vos univers. Ce sont ces hommes qui vous ont précipité dans les chemins de l'écriture, de l'espoir et parfois même de la tourmente. On parlait en début d'émission de cet homme insulaire, tourmenté à l'extrême, Jamal Amrani, Jean Sénac. La guerre est également présente dans les textes, du moins dans les réflexions et les imaginaires de Mahmoud Darwish. Hein. C'est un peu les hommes qui sont les fondations premières de cette femme plurielle que vous êtes. Hein. On va dire qu'ils sont poésie. On va dire qu'ils sont venus nourrir ma poésie. Mais en tout cas, derrière le fait que je sois dans cet univers et encore une fois très très jeune, projetée très très jeune, c'est grâce à une femme et c'est ma grande sœur. J'ai une sœur qui est mon aînée, qui est professeure en lettres de littérature arabe, ma sœur Zohour. Et avant cela, c'était ma tante et mon père qui racontaient des petites histoires. Voilà. Des petites histoires, des hujayat, les maani, tout ça. Et un jour, je me rappelle, avec mon frère, on s'est dit, un jour, on va faire ce travail. Et puis, par la suite, un jour, on trouve ce livre fait par Qadir Mohamed qui a fait un travail honorable sur ça. Hein. Et par la suite, dans mes écritures, on voit la présence masculine à travers tout ce qui est héroïque. C'est vrai que la souffrance existe à travers le texte de Jamal Amani qui m'a fait un testimonial. Mais la souffrance et la violence terrible. A traversé toute son œuvre. Hein. Oui. Jusqu'à la nuit du dedans dont je vous parlais en début d'émission. Oui. Et avant l'enregistrement de l'émission de ce soir. Exactement. C'est une âme torturée, lui. C'est une âme torturée. Et elle m'écorchait vif. Et le passage du mimosa, le fait qu'il soit accroché à cette petite fenêtre pendant que ses vertèbres se cassaient, je le dis dans le texte poétique, d'ailleurs qui a été primé. Et en fait, la souffrance, elle existe. Mais il est de notre devoir, nous les poètes, les gens de lettres et les faiseurs de sens. Voilà, il faut canaliser cette souffrance et en faire quelque chose de bon, de positif. À sublimer. La sublimer peut-être pas, mais mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Et au jour d'aujourd'hui, la poésie, moi je reviens souvent aux sources. La poésie qui est jusqu'à 1878, c'était un mot qui s'écrivait dans l'étymologie, qui s'écrivait avec un tréma sur le E. Et c'était un mot grec en fait qui venait de poésis, qui venait de poète, qui voulait dire créateur, faiseur. Donc le poète c'est un créateur, il doit créer un instant de bonheur, un instant. Pardon, je voudrais juste ajouter parce que je risque d'oublier. Oui, allez-y. La poésie jusqu'au XVIIIe siècle. Oui. C'était le seul langage de l'aristocratie. Tout à fait, et c'était oral. La prose, c'était pour le bas peuple. Oui. La prose, c'était dans les sons, les rythmes métriques, etc. Bien avant ça, dans le Moyen-Âge, c'était dans les châteaux. Les poètes faisaient partie de tout ce qui est entertainment, tout ce qui était programme les rois, etc. C'était leur programme. Et même pendant l'humanisme. Comme une danseuse, tout comme un programme culturel, mais c'était quelque chose qui les amusait. Et même pendant la Pléiade. Ouais. Pourtant, c'était des humanistes, ils voulaient rompre avec... Ils parlaient en poésie. Oui, tout à fait. Donc, si nous parlions, si vous le permettez, de cet astre
égaré. Oui. Saïda Othman beau, ça. Tolba, à la page 16. Je le rappelle encore une fois, je m'excuse pour le bonheur. Si vous arrivez à le retrouver chez votre bon libraire, ça serait, je peux vous le dire, une jouissance auditive, mais également, c'est très imagé. Vous êtes dans une poésie extrêmement imagée. Vous écrivez, elle a disparu comme l'éclair, comme une étoile filante dans une profonde mer. Le ciel entier avec elle s'est égaré. De son âme jauchée, ingénue, pourtant, je m'en gardais, pardon. Elle avait voilé son visage, comme le font dans le fameux ciel ces nuages. Et un peu plus loin, vous écrivez « À quiconque veut entendre aujourd'hui, brise de bonheur tu étais, ma porte n'est plus... brise de déshonneur tu es devenu. Aujourd'hui, il n'y a désormais rien à partager, rien à donner. » Et pourtant, vous êtes dans le don de la première à la dernière page, même si l'espoir souvent flirte avec un désespoir terrible. Une douleur, on la ressentirait presque à la lecture de vos vers et de votre poésie. C'est vrai. Saïda, la chute d'Astre Égaré, ce texte-là, elle est différente des autres textes qui sont dans la description de l'émotion. Par la suite, aller vers le positif, une chute positive. Mais c'est une sorte de mise en garde pour ce texte. C'est quelque chose qui est venu de l'intérieur. Encore une fois, c'était un personnage féminin qui m'a inspirée. Et Astre Égaré, c'est une âme qui est partie, qui a disparu de ma vie, de la vie d'une manière en général. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a souvent des départs dans votre poésie. Oui. Vous le dites, vous l'écrivez à la page 28 dans Départ. Sa voix tremblante accompagnait la mienne jusqu'au plus profond du désarroi funèbre. Je me suis retrouvé crachant des larmes, dégorgeant un mal cruel tout en jetant mes armes. Voilà, l'instant était venu pour qu'il me dise au revoir, pour qu'enfin je rejoigne mon ciel nuageux et noir. Encore une fois, un départ Vous êtes toujours sur un départ. Encore une fois, c'est un départ, non pas spirituel, mais un vrai départ. D'ailleurs... c'est l'arrachement, là. C'est un arrachement, effectivement. C'est un départ géographique. Et on en parlait tout à l'heure de ces départs. On s'est dit beaucoup de choses hors antenne, hein, Saïda. Oui, bien sûr. Oui. C'est fait pour cela. Et en fait, parfois on se retrouve, on se dit, mais waouh, je suis parmi les seules personnes qui sont restées en Algérie en train de me battre quelque part toute seule, alors que toutes les personnes le font de l'autre rive et bénéficient de cette facilité à faire les choses, à se faire entendre parfois, mais en payant la contrepartie, qui est le cliché. Mais moi, il n'est pas question à ce que je donne un cliché d'une Algérie sanguinaire, d'une Algérie, je ne sais pas, d'une femme libre à travers une cigarette. Ou d'ailleurs, il y a un texte qui s'appelle Sijarati. J'ai fait une illustration un jour dans un espace c'était un festival. Il y avait... À votre âge, vous ne vous cachez plus pour fumer, comme le disait une auteure en France qui a un livre qui a eu et une pièce de théâtre. Et un film également. Et c'est un film qui m'a beaucoup déçue parce que dérangée. La femme... Dérangée, oui. Parce que pour vous, la femme n'est pas ça. Elle est au-delà de cela, parce qu'elle répond un peu aux exigences de l'Occident. De passer par la cigarette ou passer par la femme qui tombe enceinte dans un hammam ou passer par des clichés sanguinaires, glauques, etc. pour montrer que la femme pouvait être libre. Mais si vous n'étiez pas dans ça pendant de longues années jusqu'à aujourd'hui pratiquement, vous n'aviez pas de visibilité à l'étranger, hors de nos frontières. Les chaînes françaises ou américaines ou canadiennes ne vous recevaient pas. Si vous ne donniez pas l'image d'une Algérie sanguinaire où la femme est violée, où la femme est victime et objet, vous n'auriez jamais eu de visibilité, d'écho, d'audience, rien du tout. Hein. Je m'en fous. J'ai écrit aux États-Unis en 2013, j'ai été en Californie, j'ai écrit un ouvrage numérique avec Sara Caruso, une amie italienne que je salue, qui s'appelle 1,000,001 Story Over the World. Et j'ai eu toutes les manières, il ne s'agit pas de ma visibilité à moi. Moi, ce n'est pas un travail, l'écriture, mais c'est une existence en moi. Toute ma vie tourne autour de cela. J'ai la chance d'avoir un entourage qui m'encourage énormément pour vivre cette existence. C'est existentiel, l'écriture pour moi. D'ailleurs, c'est un peu familial,
ça me vient de mes tréfonds, voilà, écrire. La poésie, c'est créer, c'est faire, c'est donner la vie. Et encore une fois, je suis en train de donner la vie à un autre recueil que j'ai fini. Et à chaque fois, pendant ce confinement, d'ailleurs, ce confinement, c'est... Vous avez été salutaire. Oui, parce que j'ai l'habitude de flirter avec la poésie et flirter avec la solitude et le silence. Ça ne vous a pas rendu malade, hein, Pas du tout. Contrairement à ce que vous écrivez à la page 45. Non. Parce que nous abordons les 5 dernières minutes avant la fin de l'émission. Vous l'aurez certainement remarqué, cette émission a été enregistrée dans des conditions particulières par rapport à la pandémie que nous subissons, bien sûr. Donc le concept même de l'émission a complètement changé. Nous prenons bien sûr nos distanciations et auprès de l'équipe technique et auprès de nos invités, et bien sûr pour préserver la vie. Malade, c'est pas ce que nous vous souhaitons, malgré ce que je vais vous lire tout de suite de Saïda Othman Tolba. Je suis malade dans une vie, dans une époque. Je suis mon propre ennemi et ça me choque. Je suis malade et même maussade. Je suis mordu, fini et fade, emprisonné dans un corps de paille, abusé par les géants de grande taille. Je cours au milieu de ma geôle, ne portant qu'une âme trompée, blessée et achevée. Oui. C'est un texte pour une âme partie. C'est Dalida, c'est Yolanda Gigliotti. C'est pour elle. C'est pour elle. Je suis malade. Elle me fascine, cette femme. Même si c'est pas son texte, c'est le texte... Bien sûr, d'un autre grand chanteur, Serge Lama, je pense. Serge Lama. Elle me fascine et je l'ai écrit pour elle. Voilà. Parlez-moi, pour finir, de cet homme insulaire avec lequel vous avez souvent été en dialogue, cet écorché vif, cet égorgé pratiquement, c'est Jamal Amrani. Oui, Jamal Amrani, c'est une école partie en 2005. Une belle voix poétique. Oui, une voix poétique. Les engouements de Jamal Amrani ont peuplé les programmes de la chaîne 3 pendant de longues années. C'était... Avec Sénac. C'était une personne tellement riche, tellement d'anecdotes à raconter. Et je lui ai dédié un texte. Et je l'ai même lu lors de son 3e jour à la Bibliothèque nationale en 2005. Ne t'endors pas. Oui. J'ai comme l'impression qu'il vous a laissé dans une forme de solitude sans fond. J'aurais voulu apprendre plus de cette personne. Oui, parce qu'il y a une certaine relève. Il faut que nous, les jeunes, bon, je vais prétendre que je suis encore jeune un petit peu, mais il y a cette relève. Il faut apprendre de nos aînés. Il faut les écouter, peut-être même écrire leur mémoire. Il faut respecter cette notion du respect de l'autre, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. On n'est jamais âgé. Mais il a toujours lutté contre toute forme d'enfermement, de stigmatisation, de jugement. Il a mené un combat. C'est le mot liberté dans 360 degrés. Au quotidien. Et lui, beau. et Sénac, et Kateb-Yassine. Mais la poésie doit déranger, elle est faite pour combattre. Ouais. Non, mais lui, il a dérangé dans tous les sens du terme. Mais Kateb-Yassine il était particulier, singulier, un artiste dans tous les sens du terme. Et je ne pouvais pas finir l'émission de ce soir sans lire juste un passage de cet ouvrage que je vous conseille vivement, pour lequel nous avons eu un coup de cœur que nous sommes venus partager avec vous. Vous dites le temps dort pas. Le temps dort pas car c'est avec tes mots que tu voulais, toi, l'homme de l'autre temps et celui des autres, vaincre la mort. Un arc-en-ciel qui transpire, tu disais. Des couleurs irissantes, illuminantes, lancinantes, comme une douleur qui te pleure. Elle pleure ton départ. Un feu de serment brûle dans mon cœur, scellé sur un pilori. Il vendange la liberté, l'amour à travers tes mots et notre folie. Les mimosas dormaient pendant que tes vertèbres se tassaient en furie. C'est quand il a été torturé presque à mort. Il avait juste une petite fenêtre de laquelle il voyait des mimosas. C'était dans la villa Susini, je pense. Exactement. Il y avait des mimosas à côté. Et ça lui permettait de voir la forme de la vie. Vous voyez la vie à travers. La vie, ça s'appelle comme presque les mimosas d'Algérie. Oui, exactement. Voilà. Oui. Et ça s'appelle « Je m'excuse pour le bonheur », un peu de poésie dans ce monde de brut. Aujourd'hui, le monde subit une pandémie terrible, à savoir bien sûr le Covid-19. Et nous voulions vous écouter... La poésie qui est une arme chargée de futur, comme le dirait notre ami Victor Crastre, qui est le Nietzsche français. Exactement. C'est une arme chargée de futur. Donc le futur, Inch'Allah, il sera prospère, on sera protégé. Et puis que le monde soit meilleur.
C'est pas fleur bleue, mais le monde doit être... Ouais. Oui, je m'excuse meilleur. pour le bonheur. Voilà, ça je vous le conseille vivement. Par la même occasion, si vous arrivez, si vous êtes des rats de librairie comme celui qui vous fait face chaque semaine depuis de longues années, allez chercher, demander, réclamer Kaléidoscope. C'est cette autre Algérie de guerre que nous offre Zobeida Mamlia, mais à travers le regard d'une petite fille dont l'enfance a été volée, cadenassée, violée également pendant la guerre. Vous avez également son premier roman, L'envers de la médaille, avec lequel nous l'avons rencontré pour la première fois, et c'est là Nora Joniguer, l'animateur que je suis, il y a à peu près une quinzaine d'années. Et puis, si vous êtes féru d'histoire, de mémoire, de contes, parce qu'on ne guérit jamais de son enfance, c'est Zobeida Mamlia qui nous propose trois ouvrages. Je le rappelle, ça s'appelle Contes du terroir, en 3 volumes, et c'est paru aux éditions d'Alimen. Il y a 3 autres volumes qui vont sortir. Alors là, et vous avez travaillé sur votre mémoire, hein. Il faut également le dire. Un grand merci à vous, Zobeida Mamlia. Merci à tous. D'avoir passé cette autre nuit du mois béni du Ramadan. Et l'habitude, on la peau dure. Hein. Oui. Voilà. Merci également à vous. C'est moi. Exactement, Saïda Othman Tolba. Avec plaisir. À très bientôt, j'espère. À très vite. Et puis nous gardons bien sûr contact sur notre adresse cultureclub@untv.dz. Que pourrais-je vous dire? Que la nuit vienne apaiser nos esprits parfois si tourmentés. Nous aurons le plaisir de nous retrouver bien sûr la semaine prochaine pour vivre ensemble de nouvelles aventures culturelles. Voilà, qu'ils disparaissent comme par enchantement. Un grand merci à vous. À la semaine prochaine encore une fois.